Ok, alors aujourd'hui comme prévu, on va attaquer mes dernières lectures du mois d'octobre. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Je me suis promis que cette vidéo serait assez courte, donc on va pas perdre de temps, on va se lancer tout de suite. C'est parti. Pour commencer, j'ai écouté un audiobook La Bête humaine d'Émile Zola. À savoir que Zola est un auteur que j'aime beaucoup, même si c'est un auteur qui est très déprimant. Alors concrètement, La Bête humaine, ça parle des pulsions meurtrières que peuvent avoir les êtres humains. Entre un homme jaloux qui prévoit l'assassinat de l'ancienne amant, si je puis dire, mais plutôt de l'ancien violeur de sa femme, un autre qui tue la sienne à petit feu pour de l'argent, et un jeune homme qui lui ressent au plus profond de lui des pulsions meurtrières qu'il a peur de ne pas réussir à contrôler, et donc se tient à l'écart le plus possible du reste de la société pour ne pas passer à l'acte. Le tout a pour toile de fond le monde du chemin de fer et se déroule le long de la ligne Paris-Saint-Lazare-Le Havre. Alors la bête humaine, c'est à la fois très malsain, forcément, mais ça reste quand même assez fascinant. Je trouve que Zola a vraiment le chic pour décrire l'être humain dans ses comportements les plus vils et les plus destructeurs. Et il a aussi ce don d'utiliser l'environnement et aussi la mécanique comme des personnages à part entière. Puisque la locomotive qui est conduite par Jacques, le héros de l'histoire, si on peut appeler ça un héros, porte un nom, la Lison, et elle fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Elle est vraiment considérée comme un personnage à part entière, parfois même plus que certains vrais personnages, certains vrais humains. Et alors sur fond de meurtre, de vengeance et de décadence, il y a une histoire d'amour qui se crée entre Jacques et Séverine. Séverine qui est la femme qui a été violée plus jeune et qui a été complice donc du meurtre de son ancien bourreau. Cette histoire d'amour se crée et elle est extrêmement malsaine parce que le prémisse de l'histoire d'amour c'est que Jacques en fait a des pulsions de meurtre envers les femmes et du coup il peut pas avoir de relation amoureuse parce qu'il a peur à chaque fois dès qu'il s'approche un peu trop d'une femme et qu'il commence à toucher une femme, il a peur de la tuer. Et en fait avec celle-ci ça passe parce que il est au courant pour le meurtre, il a été témoin du meurtre et en fait il se dit oh ça va avec elle ça passe parce que c'est une meurtrière aussi, tout va bien, c'est pas du tout malsain. Et cette romance qui sera liée évidemment avec toutes les autres petites intrigues de l'histoire n'aura que des conséquences désastreuses, c'est-à-dire toujours plus de morts. Pour moi, le fond de cette histoire, c'est que le mal se cache vraiment partout, dans chacun d'entre nous, même chez les personnes qui peuvent paraître les plus innocentes. Parce que par douleur, par vengeance, parfois parce qu'ils ont l'impression que c'est nécessaire, certains persos se retrouvent à faire des choses vraiment immondes et à semer la mort sur leur passage. Donc ça peut vraiment les mener très 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 loin et c'est très malsain et c'est très malaisant, mais c'est ça qui est bon. Ensuite j'ai lu The Binding de Bridget Collins. Regardez-moi cette couverture magnifique. Il est pas trop beau ce livre, sérieux? Alors, The Binding se déroule dans un monde où les livres sont des objets très dangereux. Dans ce monde, les gens visitent des binders, ce qui a été traduit apparemment en français par des enlivreurs, ça m'a fait beaucoup rire comme nom, pour en fait se débarrasser de souvenirs encombrants. Ça peut être des souvenirs douloureux, ça peut être des souvenirs qui les compromettent, ça peut être plein de choses. En tout cas, ces souvenirs, une fois qu'ils auront été couchés sur le papier et enfermés dans un livre, ne leur reviendront plus en mémoire. Et le héros de cette histoire, c'est Emmett, qui est choisi, c'est pas trop pourquoi, justement par une binder, une enlivreuse, j'adore, pour devenir donc son apprenti et apprendre son art. Il quitte donc la ferme où il a grandi et sa famille pour aller vivre avec cette femme et apprendre ce que c'est que le binding. Au début, il n'a pas trop conscience de ce qui se passe dans l'atelier, mais un jour, il y a un jeune homme qui s'appelle Lucian qui va venir justement dans l'atelier voir l'enlivreuse et apparemment, il connaît Emmett alors que Emmett ne le connaît pas du tout. Et à partir de là, tout va s'accélérer et Emmett va découvrir un grand secret à son propre sujet. Voilà, alors j'ai fait de mon mieux.
pour essayer de faire un résumé avec le moins de spoilers possible. Je vais passer très très vite sur ma critique parce que si je voulais vraiment parler en profondeur, et j'aurais envie d'en parler en profondeur parce que j'aurais plein de choses à dire, il faudrait que je spoil et ça durerait des plombs parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Alors je vais me contenter de dire que c'est une histoire à la structure très particulière dont le point de vue et le temps de narration changent à plusieurs reprises. Et que l'histoire part dans une direction que j'avais absolument pas prévue et qui m'a complètement happée. Les personnages sont complexes et touchants. Mon petit cœur s'est serré de toutes ses forces à plusieurs reprises. C'était vraiment très émouvant. Enfin bref, j'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai juste été un peu déçue par la fin, qui à mon sens était un petit peu trop abrupte. J'aurais voulu plus. Voilà, j'aurais juste voulu un peu plus. Peut-être quelques pages de plus juste pour bien clore l'histoire. Mais bon, on reste sur une fin ouverte, donc peut-être qu'il y aura une suite, si ça se trouve, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres histoires dans cet univers, parce que l'univers est vraiment super intéressant. Donc je clôt rapidement le sujet en disant que The Binding, c'était super. En version française, je crois que ça s'appelle Les livres d'Emmett Farmer, et je trouve que c'est un titre un peu pourrave, mais franchement, si ça vous dit, checkez-le, il était vraiment bien. Ensuite, j'ai lu Abîme de Mathieu Gabory. Alors ça, c'est pareil, il faut que je vous le montre parce que il est vraiment... Je sais pas du tout si la caméra fait le focus. Hein. Je n'en sais rien, je ne vois pas. Je n'ai aucun retour caméra parce que j'éteins l'écran quand je filme parce que mon écran fait un bruit horrible qui se répercute dans mon micro, donc je suis obligée d'éteindre l'écran quand je filme. Mais je vais essayer quand même de vous montrer à quel point ce livre est magnifique. Il est vraiment très beau. Voilà, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est flou. Je ne sais rien. Je verrai ça au montage. Donc ce livre m'a été prêté par un ami. Coucou Julien si tu me regardes. Coucou Julien, coucou Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, résumé. Maspalio, farfadet habitant la cité d'Abîme, d'où le titre, et ancien prince voleur, reconverti en conjurateur de démons, est engagé pour retrouver un démon qui a disparu après s'être acquitté de son contrat. La tâche n'est déjà pas très aisée, mais les choses vont encore plus se compliquer lorsque Maspalio va se retrouver accusé du meurtre de l'un de ses amis. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment très prenant. On est sur un univers hyper complexe. C'était parfois très difficile à suivre parce qu'il y a plein de petits détails qui sont balancés comme ça sans contexte. Et du coup, c'est un peu difficile de se représenter les choses. Mais une fois qu'on s'y est fait, on a vraiment une richesse de créatures, de personnages, et un système magique qui est vraiment très particulier et très intéressant, et qui fait que une fois le livre refermé, on a vraiment envie d'en savoir plus sur la cité d'Abîme, sur comment ça marche, sur ses habitants, sur tout ça. Parce que la cité d'Abîme est vraiment représentée comme un personnage à part entière de l'histoire. Tout en fait est lié, chaque habitant, chaque créature est lié à la cité par une espèce de pacte. Et il y a tout ce système magique d'invocation des démons aussi qui est super intéressant. Du coup voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Et donc dans cet univers, il y a deux intrigues en même temps qui au départ semblent pas avoir grand chose à faire l'une avec l'autre à part que toutes les deux sont liées au héros principal, mais qui au final, au fur et à mesure de l'histoire, se rapprochent, et à la toute fin, elles finissent par s'entremêler pour un final absolument explosif que personnellement j'ai adoré et que j'ai trouvé pour le coup très satisfaisant. Donc j'ai trouvé ça très sympa comme lecture, même si c'est un petit peu difficile à suivre par moment. Et j'ai trouvé aussi ça très chouette de suivre pour une fois l'histoire du point de vue d'un farfadet et pas d'un humain. Parce que dans ce genre de monde où les humains côtoient plein de créatures diverses et variées, on a toujours tendance à suivre un héros humain. Alors que là, les humains sont pas si importants que ça. Il y a plein de créatures différentes. Il y a des humains, mais pour une fois, le héros n'est pas un humain. Et c'est une parfaite transition, je trouve, pour ma lecture suivante. J'ai donc écouté en audiobook, pour finir ce mois-ci, Eragon de Christopher Paolini, qui est le premier tome de la série L'Héritage, je crois.
en français. The Inheritance en anglais, je crois, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est une trilogie ou une quadrilogie, ou peu importe, c'est pas très important. Tout ça pour dire que c'est le premier tome. Donc pour vous faire un résumé de l'histoire, c'est l'histoire d'Eragon Skywalker, qui est un orphelin qui a été élevé par son oncle et sa tante, même si je crois que sa tante a l'air d'être morte au début de l'histoire parce qu'elle est pas là. Bref. Dans un village paumé de l'Empire, et qui un jour trouve un œuf qui donne naissance à une jeune dragonne qu'il nomme Saphira. Il devient alors le premier représentant des des dragonniers, qui ont disparu depuis des centaines d'années. Sauf que l'empereur, enfin je veux dire le roi, est lui aussi un dragonnier. En fait, c'est le dernier dragonnier qui restait de l'ancienne génération. Sauf que lui, il est méchant. Et en fait, il aimerait bien récupérer la nouvelle génération de dragonniers qui arrive et la faire passer du côté obscur de la force pour la mettre à son service. Mais Eragon, lui, il veut pas devenir au service de l'empereur, du roi, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Du coup, vu que son oncle se fait tuer, il s'enfuit, accompagné de Bromiwan Kenobi, un vieux qui, par un hasard tout à fait fortuit, sait plein de choses sur les dragons et va lui apprendre à utiliser la force. Enfin, je veux dire la magie. Du coup, tous les deux, ils se mettent en route pour retrouver les rebelles, enfin, je veux dire les Vardens, qui luttent en secret contre l'Empire, et puis, en gros, ils vont faire la bagarre, quoi. Donc, comme vous avez dû sûrement le comprendre de par mon super résumé, super bien joué, Eragon, en fait, c'est le scénario de Star Wars dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il a juste rajouté un sidekick dragon, histoire de donner un peu le change, mais c'est tout. Le scénario, donc, c'est celui de Star Wars, et en fait, l'univers entier, toutes les créatures de l'univers sont entièrement pompées sur le Seigneur des Anneaux. Donc bon, il y a des elfes, il y a des nains, ça à la limite, c'est la base de l'heroic fantasy, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Mais il y a des trucs très précis qui te font te dire, quand même mec, t'abuses. Je vais vous donner deux exemples très très concrets. Au tout début de l'histoire, il y a des créatures qui s'appellent les Razak, qui sont à la recherche de l'œuf de dragon, qui veulent le récupérer pour le ramener à leur maître, donc le roi, et non l'empereur. Et clairement, les Razak, c'est des Nazgûl. Mais surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils se font poursuivre pendant tout le bouquin par des créatures qui s'appellent des Urgal. Concrètement, c'est des orques. C'est juste des orques. Sauf qu'il a appelé ça des Urgal. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils se font poursuivre par une race d'Urgal qui est plus forte et qui a plus d'endurance que les Urgal normaux. Chez moi, on appelle ça des Urukai. Bref, en dehors de ça, le personnage principal, donc Eragon, est insupportable. C'est typiquement le genre de héros qui n'a aucune personnalité, à part c'est pas gentil d'être méchant. Le mec, il fait à chaque fois pile poil exactement ce qu'on lui a dit de ne pas faire, pour aucune raison. C'est très agaçant. Et bien évidemment, en prime, il est super doué en tout direct, parce que, vu qu'il a un destin, blablabla, il est super doué. Pour conclure, j'ai trouvé que c'était très prévisible, sans blague, extrêmement répétitif et inutilement long. Mon dieu, j'en voyais pas la fin. Je l'ai fini ce matin, j'en pouvais plus. Il me restait une demi-heure, j'en pouvais plus. Donc cela va sans dire que je ne lirai pas la suite. Voilà. Et voilà, j'ai donc fini de vous présenter toutes mes lectures, mes nombreuses lectures du mois d'octobre, parce qu'on arrive quand même à 9 livres. C'est vraiment un record pour moi, je suis assez contente et assez fière de moi, même si le dernier livre du mois était vraiment une grosse déception. C'est peu de le dire. Demain, on est le 1er novembre, ce sera donc le premier jour du NaNoWriMo, donc je pense que sur le mois de novembre, je vais beaucoup moins lire parce que je vais consacrer beaucoup plus de temps à l'écriture, forcément. Même si je vais avoir tout le temps du monde parce que finalement, il se trouve qu'on est reconfiné et que je ne travaille pas. Mais je pense que je vais quand même consacrer le maximum de mon temps à l'écriture et que je vais moins lire. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Ça fait toujours plaisir. J'aime bien parler de livres avec les gens en commentaire.
à vous abonner, à mettre la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, surtout que là ce mois-ci avec le NaNoWriMo, les vidéos ça devrait carburer je pense. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.